Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre rendez-vous quotidien, ça s'appelle le Grand Forum tous les jours de 16h à 18h. Avec en ce mercredi une actualité lourde encore à évoquer, notamment une page spéciale tout à l'heure avec Razik Metiche qui nous rejoindra dans quelques minutes concernant les élections américaines. L'incertitude continue et le dépouillement n'est pas fini, et même dans certains états on a suspendu le dépouillement, ce qui n'est, je crois, jamais arrivé. Des deux ambiances et deux candidats qui se proclament quasi vainqueurs, notamment Donald Trump qui a déclaré sa victoire. Pour l'instant, rien n'est fait. Nous en sommes donc pour l'instant à une petite avance concernant Joe Biden. Trump est légèrement en retard. Il va falloir donc scruter de très près au fur et à mesure des résultats qui nous parviennent. En tout cas, ce fut une nuit très très agitée côté États-Unis. On y reviendra bien entendu tout à l'heure. Pour m'accompagner, il est déjà arrivé Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour mon Pierre. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs de France Maghreb. Et nous allons parler avec toi d'immigration, de sécurité, entre autres. Entre autres choses. Et puis évidemment, nous parlerons des États-Unis et des conséquences de l'élection. Absolument. Et nous parlerons, puisque c'est le sujet à la une aujourd'hui, on vous pose la question, faut-il reconfiner totalement le pays, comme on a pu le constater, puisque visiblement, on nous dit, Pierre, amis auditrices, auditeurs, que les Français ne respectent pas le confinement, ce qui occasionne quelques problématiques. On y reviendra avec vous. Faut-il reconfiner totalement, comme ce fut le cas au mois de mars et avril? En tout cas, il y a eu un nouveau Conseil de défense ce matin, le 43e Conseil de défense, incroyable. Et nous allons avoir peut-être des informations, peut-être aujourd'hui, au plus tard demain, concernant des mesures renforcées. Et nous parlons d'un couvre-feu sur Paris à partir de 21h. C'est des petites informations qui circulent. On y verra un petit peu plus clair. Bon, alors mon Pierre, pour commencer, Razik n'étant pas encore arrivé, les retards sont permis en cette période un peu bizarre. Le quiz. Tu joues contre toi-même, mon Pierre, ça c'est bien. Avec quelques petites questions, ça s'est déroulé donc un 4 novembre. Signature de quelle convention en 1950, Pierre? Quelle convention a été signée en 1950? La CEDH? La Convention des droits de l'homme. Oui, la Convention européenne des droits de l'homme. Mise en service de quelle chaîne de télévision en 1984 en France? Canal+. Canal+, bon anniversaire nos amis de Canal, qui s'est fait remarquer par des périodes un peu particulières le samedi soir et par le foot surtout. Voilà. Je cherche un militaire et homme politique israélien assassiné en 1995. Isaac Rabin. Qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Je cherche à présent une actrice française, mais également romancière et conteuse pour enfants, née à Alger en 1940. Oui. Quelques petits indices, effraction ou encore les cigognes n'en font qu'à leur tête. C'est vrai que les cigognes n'en font qu'à leur tête et puis elles reviennent souvent, mais voilà, mon double ne me souffle pas, donc je ne sais pas. Il donne sa langue au chat, Marlène oui. Jobert. Ah, Marlène. Bah oui. Je cherche à présent une animatrice, chanteuse et productrice de télé. Elle a co-animé notamment le Club Dorothée à l'époque sur TF1, elle est née en 1957. Ouais. Et elle nous a quittés récemment, c'était en 2019, le 3 septembre 2019 exactement. De qui s'agit-il? J'avoue que je ne suis pas le Club Dorothée, que je vois à peu près de qui il s'agit, mais que son nom m'échappe. Eh bien, elle s'appelle Ariane, voilà, du Club Dorothée qui nous a quittés il y a un an. Et enfin, je cherche une anesthésiste
et femme politique française, née un 4 novembre. Elle fut maire de Montreuil, entre autres. Anesthésiste. Et femme politique française du maire côté de Montreuil. Oui, elle a été maire de Montreuil. Elle est de Europe Écologie Les Verts. Ah, Dominique Voynet. Bah voilà, bon anniversaire voilà, Dominique. Bah qui- quand même. Bon, oui, qui, je crois, exerce très loin, non? ah je ne sais pas, Ouais. je ne sais pas, peut-être. Pierre-Henri est avec nous, vous, amis auditrices, auditeurs, vous qui nous écoutez chaque jour, un peu plus nombreux d'ailleurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Et j'ai eu un témoignage assez sympathique d'une dame du côté de Gennevilliers que je salue par l'intermédiaire de mon ami Nasser Lagili qui, cette dame nous disait, c'est un véritable plaisir et bonheur de liberté que d'écouter le Grand Forum tous les jours à 16h sur France Maghreb 2 et on a besoin de vous, merci de continuer avec tous les chroniqueurs qui officient dans cette émission. Merci beaucoup madame et pour votre écoute et pour vos encouragements. Dans un instant, eh bien, on va parler avec Pierre d'immigration, de sécurité, entre Absolument. autres. Et Pierre va nous expliquer pourquoi il souhaite nous en parler et quelles questions il souhaite vous poser, à laquelle vous allez répondre au 01 40 33 9000. Et à 17h, on parlera du confinement. Faut-il confinement total, reconfinement total? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Vous y répondez d'ailleurs sur Twitter, le Grand Forum FM2. Et vous nous appellerez pour nous en parler au 01 40 33 9000. Et à 17h30, on fera, et bien entendu, un spécial élection américaine. Les résultats ne sont toujours pas connus. Il y a des États qui ont suspendu le vote, mon Pierre. C'est du rarement vu quand même. Oui, c'est du rarement vu, mais je pense que Trump aura quand même du mal pour la raison suivante. D'abord, il y a un vote populaire qui met Biden en tête de plus de 4 millions de voix. Il faut expliquer ça aux auditeurs. C'est invraisemblable ce système aux États-Unis. C'est vrai. Et puis, les grands électeurs, il en faut 270 pour être élu président des États-Unis et manifestement la tendance est en train de se retourner et Biden a de bonnes chances de l'emporter. On en est à 224 pour Biden, 213 pour Donald Trump, donc les scores sont quand même très serrés et quel que soit le vainqueur, de toute façon ça sera très très serré, quoi qu'il en soit. Trump a d'ores et déjà proclamé lui sa victoire et il a dit qu'il contesterait. Oui. Il contesterait. Ce qui est du jamais vu, c'est un scandale absolu. Eh bien, on en reparlera avec vous tout à l'heure sur France Maghreb 2. C'est votre rendez-vous de liberté d'expression. Chacun exprime son avis dans cette émission sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. A tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusque 18h avec vos appels bien sûr au 01 40 33 9000, votre numéro de téléphone qui vous permet d'arriver jusque nous et de pouvoir échanger avec nous pour décrypter cette actualité. Tout à l'heure, nous parlerons assez longuement tout à l'heure de ces élections états-uniennes dont le résultat n'est pas connu. D'ailleurs, c'est assez rare, je crois que c'est arrivé en 2000 de mémoire, que le jour même nous ne connaissions pas le vainqueur de cette élection. Alors, il y a des sondages, mon Pierre, il y a des sondages, mais pour beaucoup, les sondages ont été trumpés, si je puis dire. Manifestement, ils ont sous-évalué la puissance du vote Trump. Bon, malgré tout, à cette heure, il y a 238 grands électeurs pour Biden et 213 pour Trump. 238 238, ça change. 213, voilà. Rappelons qu'il en faut 270. Hein. Il en faut 270 pour l'emporter, même s'il y a un écart de voix très important en faveur de Biden. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 4 ans, c'était la même situation avec Hillary Clinton. 2 millions 8 supplémentaires de voix, mais pourtant c'est Trump qui a gagné. Voilà, c'est un système assez curieux.
Alors, on va aller chercher notre ami Razik Métiche et on arrive tout de suite, les amis. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Et on suit de très près, les amis, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, puisque, bien entendu, les résultats commencent à tomber et qui se précisent, bien entendu, sans peut-être que nous n'ayons encore aujourd'hui le vainqueur de cette élection. Il va falloir attendre peut-être un petit peu, d'autant plus qu'il va y avoir ensuite, bien juridiquement, des contestations. Ça a d'ores et déjà été annoncé. Pierre-Henri est avec nous, France Fraternité le président, et Razik Métiche est arrivé. Comment ça va, mon Razik? Ça va bien, il y a du soleil aujourd'hui. Oui, il y a du soleil. T'as passé toute la nuit à regarder ce qui se passe? Quasiment. Je me suis endormi à 5h30 en lorgnant et en espérant pouvoir me coucher en ayant la tête du vainqueur, sauf que le système américain a de telles subtilités que la configuration de 2020 était tellement problématique que le scénario, on a presque un double scénario à la 2000 avec la défaite d'Al Gore. Et presque à la 2016 avec la défaite d'Hillary Clinton. Aujourd'hui, on a un Joe Biden qui a plus de voix, qui a quasiment même 3 millions de voix de plus, un petit peu comme Hillary Clinton en 2016, mais qui n'est pas encore gagnant. Et il y a toujours un risque ou un espoir, ça dépend où on se place, que Donald Trump emporte la mise sur un malentendu. Donc à surveiller de très près. Pour l'instant, rappelons, Pierre, parce que tu suis ça de très près, 238 pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump. Rappelons qu'il en faut 270. Il y a eu des États dans lesquels on a suspendu le dépouillement, ce qui est rarement vu aussi. Et ce que ça montre surtout, c'est que le Trumpisme existe bien au-delà de la seule personne de Trump. Et quel que soit le résultat de l'élection, c'est sans doute cela, pour moi, le plus inquiétant. Nous sommes rentrés dans une ère durable de la post-vérité, c'est-à-dire des fausses nouvelles, de l'émotion, de l'intuition personnelle qui prévaut sur les faits objectifs. Et évidemment, ça ne concerne pas que les États-Unis. Je vais même abonder dans le sens et aller plus loin si on a un peu de temps, Christophe. On en parlera tout à l'heure longuement, hein, de toute façon, parce que tu as prévu de nous en parler, Razik, mais vas-y, je t'en prie. Oui, je vais abonder dans ce sens-là. On a pour moi une véritable révolution conservatrice 2.0 qui est en train de s'étendre telle une lame de fond. Et on a du mal à relier les choses, mais il faut le mettre en parallèle avec le Brexit, avec la première élection de Donald Trump, avec l'élection de Bolsonaro, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Europe centrale. Je pense à Orban, je pense à d'autres personnes. On a une véritable lame de fond. Et là, aujourd'hui, c'est quasiment anecdotique que Donald Trump gagne ou pas. Il a déjà gagné de fait. Il a fracturé la société américaine comme jamais. Il n'y a jamais eu autant de tensions dans un pays qui est déjà tendu. Et il a fait des émules. Il a fait des petits. Je pense à son Sherpa, à son mentor Bannon, qui aujourd'hui a les pieds et les mains dans le cambouis européen, justement pour mettre en place ce qu'il a mis aux États-Unis, et avec une réussite malheureusement qui pourra peut-être être au bout de la thématique. Bon, alors on en reparlera tout à l'heure, les amis. On aura peut-être d'ailleurs d'ici peut-être une petite heure des résultats qui vont s'afficher. On suit ça de près et avec vous, bien entendu. D'ailleurs, vous pourrez nous dire si cette élection vous intéresse, de quelle manière, ou est-ce que vous y êtes totalement étranger. Bruno Le Maire a fait une petite sortie, vous avez vu, il a dit que les élections américaines de toute façon n'auraient aucune conséquence parce que le partenaire américain s'est un peu éloigné des intérêts de l'Europe. Donc pour lui, il s'en fiche complètement, même si quand même la France est plutôt pro-démocrate, on va le dire. Hein. Les amours n'étaient pas au beau fixe entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Bon, pour autant, eh bien, on va suivre ça de près tout à l'heure. Pour l'instant, Pierre-Henri, président de France Fraternité, lui souhaite nous parler d'immigration, de sécurité aussi, hein, mon Pierre.
Oui, et puis également d'accueil. Christophe, les derniers attentats commis dans notre pays ont provoqué un véritable traumatisme et engendré colère et anxiété. Dès lors, un certain nombre de responsables politiques, d'influenceurs de toute nature, ont cru bon de réactiver le lien immigration, terrorisme, et de proposer dans un espèce de concours Lépine très désordonné de sortir tout à la fois de l'état de droit, de fermer les frontières, de s'exonérer du droit d'asile, de changer la Constitution, d'enfermer préventivement toute personne suspecte d'intelligence avec ce qui est appelé l'islamisme politique. Et peu leur importe, d'ailleurs, que sur les 30 derniers attentats, 22 étaient commis par des Français, comme d'ailleurs l'a rappelé le ministre de l'Intérieur. En se perdant dans une surenchère de propositions liberticides, de prétendus responsables politiques font un cadeau inestimable à l'idéologie terroriste qui ne cherche rien d'autre d'ailleurs que de diviser la nation. Mais pour autant, faut-il en rester à un statu quo laissant entendre à l'opinion publique qu'il serait impossible tout à la fois de protéger nos concitoyens, nos frontières communes, tout en respectant nos principes de nation ouverte et accueillante. Et moi, je pense que rien ne serait plus dramatique que le déni de laisser ainsi le champ libre au populisme coalisé. Alors, les acteurs associatifs et institutionnels conviennent généralement que l'éloignement des personnes déboutées du droit d'asile. Je rappelle, Christophe, que l'année dernière, il y a eu plus de 140 000 demandes d'asile déposées en France et que 85 000 environ ont été déboutés de leurs demandes. Et donc, c'est l'éloignement de ces 85 000 personnes qui pose un véritable problème. Et ce qu'il faut dire, c'est que pourtant, depuis des dizaines d'années, au même titre que le chaos indigne de l'accueil, je vais y revenir, tout cela semble parfaitement intégré aux politiques publiques. Il y a une décorrélation totale entre hébergement et accès à la procédure, contrairement aux pratiques de nos amis allemands. Et je vais vous donner un exemple. Les demandeurs d'asile sont accueillis dans des structures d'accueil pour demandeurs. Et l'État, les préfectures, demandent aux gestionnaires de ces structures de faire sortir les personnes déboutées dans un délai maximum de 2 mois sous peine de sanctions financières. Et en règle générale, cette obligation est parfaitement respectée. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Où sortent les personnes qui sont déboutées ? Eh bien, elles sortent soit à la rue, soit elles sont reprises en main par différents collectifs qui sont constitués sur des bases généreuses. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques années d'errance sociale, un dossier de régularisation est instruit avec des chances variables d'aboutir. Alors, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre fin à l'indignité qui règne sur à l'entrée sur notre territoire. C'est quand même invraisemblable que nous créons des camps qui laissent des dizaines de milliers de jeunes gens livrés à eux-mêmes dans toute l'Europe. Je pense évidemment à la Grèce, mais si je vais pas très loin de Paris, par exemple à Saint-Denis, aujourd'hui, il y a 1500 personnes qui sont laissées à l'abandon le plus total et qui vivent dans le dénuement complet. Et d'une certaine manière, ce sont là des conditions idéales pour entretenir un rapport assez distancié avec le droit sur le territoire de la République française. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut créer une agence gouvernementale de l'accueil et de l'asile qui prenne en charge les demandeurs d'asile de l'entrée jusqu'à l'aboutissement des procédures de recours, qui assure hébergement, orientation, intégration et éloignement. C'est la mise en place d'un véritable dispositif d'accueil qui garantisse à chacun dignité, qui conjugue aussi contrôle et orientation comme facteur de paix publique et de sécurité. Voilà, je crois que dans les moments de crise, il est utile de ne pas sombrer dans le déni, de voir qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais il faut aussi s'inspirer des grands anciens, c'est René Cassin.
le fondateur de la Convention européenne des droits de l'homme, qui disait qu'il est impossible à la France, vu ses traditions d'une part, ses conditions démographiques de l'autre, de ne pas faire une politique saine, largement ouverte aux étrangers, qui voudront, c'est important, lui apporter son concours. Alors voilà la question que je pose aux auditeurs de France Maghreb 2. Eh bien, qu'en pensez-vous? Quelle politique d'immigration faut-il adopter? Et venez en débattre avec nous sur l'antenne de Maghreb 2. Merci Pierre. Maghreb 2. Quelle politique faut-il appliquer en matière d'immigration, mon Razik? Déjà, je vais rebondir sur l'excellent propos. Le nom de René Cassin me laisse pas insensible. Pour la petite histoire, le bâtiment qui accueille les étrangers, où les étrangers doivent faire leur demande dans le 93 en Seine-Saint-Denis, s'appelle le bâtiment René Cassin. Je pense qu'on le tue 2 fois lorsqu'on nomme ce bâtiment René Cassin, lorsqu'on sait comment la préfecture de Seine-Saint-Denis gère, et on n'est même pas sur le statut de réfugié, on gère les étrangers et leurs conditions. Un exemple tout précis, lorsque vous êtes, et c'est le cas de nombreux parents de nos auditeurs, lorsque vous êtes étranger en France, même si vous avez peut-être 50 ou 60 années de présence sur le territoire français, vous devez à un moment ou à un autre renouveler votre titre de séjour. Je vous le donne en mille. Avec la dématérialisation qui a été voulue par l'État français et qui est en cours, par exemple, pendant 1 an et demi, 2 ans, il était strictement impossible de prendre rendez-vous via l'application, via le site internet de la préfecture de Saint-Denis. Certains journaux, Le Parisien de mémoire, France 3 régional, s'en étaient fait écho, parce que de fait, on était en train de créer des personnes en situation irrégulière. C'est la première chose. Aujourd'hui, on est dans un tel marasme avec le Covid, sachant que déjà, en période normale, c'était déjà une période de crise pour l'accueil et pas la régularisation, mais pour le fait de traiter comme il se doit les personnes étrangères résidant en France. Les titres de séjour, les récépissés ont été prorogés, leur durée ont été prorogées de 6 mois. Ça veut dire lorsque vous déposez un papier, lorsque vous déposez une carte de résidence en cours de renouvellement, la préfecture vous remet un récépissé. Logiquement, de droit, de fait, le récépissé a une durée légale de 6 mois. La préfecture de Seine-Saint-Denis et d'autres préfectures sont tellement en retard dans leur dossier et amplifiés avec le Covid qu'ils ont prolongé la durée du récépissé de plus de 6 mois. Donc avec des récépissés de 1 an. Et je vous le donne en 1000 parce que j'ai des personnes qui sont confrontées à cette situation-là. Parfois 10, 11 mois après, vous n'avez aucune nouvelle de la préfecture. Donc le fait qu'on appelle un bâtiment René Cassin avec toute la charge symbolique qui est derrière ce nom, qui est quelqu'un quand même qui était résistant, compagnon de la résistance, qui a écrit une des plus belles déclarations de droits fondamentaux au monde, qui a été la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU en 1948. Le fait d'appeler ce bâtiment René Cassin et de traiter de la sorte les étrangers en France pose bien le problème tel qu'il se pose aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en clair? Est-ce qu'il faut arrêter d'accueillir ou Non, il faut... On se souvient de Rocard qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, absolument, messieurs. Et c'est souvent ce qui est rétorqué par l'ensemble des personnes qui se penchent sur le propos, sauf que Rocard, cette phrase est tronquée. Il le dit dans un contexte très précis. Et qui plus est, pour moi, la solution, c'est très simple. On ne peut pas accueillir dans les conditions telles qu'on accueille aujourd'hui. Il me semble que c'est le b.a.-ba. On ne respecte même plus la dignité d'être humain. Moi, je vous mets au pari, prenez si vous voulez votre voiture, allez, comme l'a dit tout à l'heure Pierre, allez entre Saint-Denis et Porte de la Chapelle, on est dans Mad Max. Enfin, réellement, on est dans une réalité qui défie tout entendement. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des personnes qui ont fui des guerres civiles, des drames, et qui se retrouvent coincées entre la 1 et le périphérique à prendre du crack. C'est la réalité aujourd'hui, malheureusement, des conditions d'accueil. Et ces images ne font qu'entretenir, en réalité, le populisme et l'extrême droite. Mais on fait quoi, Pierre? On arrête d'accueillir? On fait quoi? On accueille mieux. Mais je pense que d'abord, on accueille mieux et en cohérence. Et on ne joue pas les uns et les autres entre les lignes. Ce que je disais, c'est que finalement, depuis 40 ans, il y a des marges d'incertitude dans lesquelles les uns et les autres se complaisent. Ouais. Qu'il s'agisse des acteurs institutionnels comme des acteurs associatifs. Et à la fin, ça fait une relation à la question migratoire qui est extrêmement tendue. Alors, pour être clair, moi, je considère
que tout accueil sur le territoire national commence par la dignité. La dignité, ça veut dire pour les gens qui mettent le pied sur le territoire, pouvoir dormir, manger, se laver en toute dignité, mais la dignité n'implique pas l'insécurité. Donc il est normal pour un État de vérifier qui entre et de demander aux gens qui ils sont, de vérifier, de les orienter en fonction de leur situation. Et puis si à la fin d'un examen juste, équilibré, et après épuisement de toutes les voies de recours, la personne n'a pas le droit de rester sur le territoire, eh bien, elle doit partir. Mais il faut avoir le courage de faire cela sans stigmatiser en permanence les étrangers, en ayant des déclarations, j'allais dire, très musculaires, vous voyez, où on montre les muscles en permanence et rien ne se passe, ou plus exactement, si ce qui se passe, c'est l'indignité de l'accueil. Donc, je pense que nous pouvons rester une nation ouverte, accueillante, et que nous devons, d'ailleurs, c'est pas nous pouvons, nous devons le rester. C'est même notre intérêt. C'est notre intérêt, absolument, à 20 ans, 30 ans, de manière tout à fait pragmatique, tout à fait d'accord, Razi. Et que pour autant, nous pouvons le combiner avec sécurité. Il faut retirer de la tête des gens le fait que immigration puisse être liée avec insécurité, et ça dépend des politiques publiques, donc ça dépend aussi un peu de nous. Karim est avec nous pour nous en parler, de nous donner son avis. Salut Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Bonsoir. Pierre, moi je trouve que tu as raison sur beaucoup de points, mais je voudrais te soumettre une question. D'abord une petite chose. Tu as dit terre, accueil et fraternité. Moi, j'ai connu terre, France Asile. C'est la même chose ou pas? Non. J'ai dirigé. Été président d'ailleurs. Oui, j'ai dirigé pendant 25 ans France Terre d'Asile. Ah, c'est plus là. D'accord. Et là, aujourd'hui, j'ai créé il y a 5 ans et je dirige France Fraternité. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, moi j'aime bien, parce que je t'écoutais des fois sur une autre radio, je trouve que tu es toujours objectif et ce côté humain qu'il n'y a plus dans le monde médiatique. Mais je voudrais te soumettre une question, tu vas dire qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je considère que l'asile, il faut le garder, mais est-ce que il faudrait pas le réserver uniquement aux pays en guerre? C'est-à-dire que c'est tout à fait normal, quelqu'un qui vient d'Irak ou de l'Afghanistan ou du Yémen puisse faire une... Mais moi, je comprends pas qu'on puisse encore venir, par exemple, d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, qui ne sont pas des pays en guerre et qui ne sont pas des pays où il y a la famine, où il y a des maladies, où il y a... Enfin bon, je veux dire, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas le Yémen, et qu'on puisse encore faire des demandes d'asile politique. Et sur quoi je m'appuie? Je m'appuie sur l'Allemagne, qui a décidé que l'Algérie était un pays sûr et qu'elle n'accordait plus l'asile politique aux Algériens, ni aux Marocains. Et ben moi, je trouve que c'est une bonne solution, parce que je pense que l'asile politique, c'est une faveur, c'est quelqu'un qui veut d'abord sauver sa vie, et moi, je trouve que ça devrait être réservé d'abord aux pays en guerre. Voilà, je sais pas. Bon, la question elle est posée, mon Karim. Pierre va y répondre, puisque c'est lui qui est. Merci, mon Karim. C'est lui qui est à qui on pose la question, Pierre. Alors, je vais y répondre. D'abord, la demande d'asile, elle est toujours individuelle. Ce sont des personnes qui font état de persécutions personnelles en raison de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau, de leur opinion religieuse, de leur opinion politique. Et donc, il est naturel de recevoir les demandes individuelles. Elles ne se font pas en fonction de la nationalité de la personne. Par contre, il y a peut-être non. Non, justement. Mais par contre, il y a un système en Europe qui s'appelle effectivement les pays. Il y a une liste de pays sûrs qui d'ailleurs est différente selon les pays européens. La France n'a pas la même que l'Allemagne, etc. Mais j'entends ce que dit notre interlocuteur. Je voudrais simplement lui rappeler que nous avons reçu récemment en France
y compris des ressortissants de Tunisie, du Maroc, qui étaient poursuivis pour leur liberté d'expression et qui s'étaient menacés, y compris de mort. Donc la question, elle n'est pas tant d'empêcher un certain nombre de nationalités de déposer l'asile en France, et elle est à la fin d'un examen juste, équilibré, et l'exercice d'un recours, eh bien, que se passe-t-il? Est-ce que la personne reste sur le territoire ou est-ce qu'elle part si elle a été déboutée? Moi, ma réponse est claire. À l'issue de cet examen, s'il n'est pas favorable, la personne doit partir. Razik, les pays sûrs, comme le propose Karim. Oui, mais de mémoire, le droit d'asile est strictement encadré. Vous avez des lois qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers en France, et vous avez d'autres lois qui régissent le droit d'asile en France. Et là encore, je pense que le mot et le bon mot, c'est que ce sont des situations personnelles à chaque fois. Il faut bien voir si la personne est en danger, si son intégrité physique est en danger dans le pays où elle réside, et se positionner ensuite par rapport à ces données-là. Donc il peut y avoir des migrations économiques qui sont différentes du droit d'asile tel qu'il est régi. Et une deuxième chose que je voulais préciser, le comparatif est totalement blessant lorsqu'on se compare à l'Allemagne. Lorsque l'on voit ce que l'Allemagne a été capable de faire, surtout lors des 10 dernières années, après elle l'a pas fait par pure charité chrétienne, ça veut dire qu'elle avait un problème démographique, un problème de retraite qui allait s'opposer de manière accrue, et le fait d'avoir accepté ces migrations réglait en quelque sorte presque démographiquement son problème de retraite. 1 million, je crois. Absolument, même un peu plus, je crois. Oui, 1,5 million. Mais lorsque l'on se compare à l'Allemagne, le bas blesse pour la France. On s'enorgueillit d'être la nation des droits de l'homme, on s'enorgueillit d'être la nation qui a écrit le plus de déclarations de droits fondamentaux, telles que la déclaration de René Cassien, la déclaration universelle des droits de l'homme. Et lorsque, in fine, on met en comparaison avec la réalité nos principes et notre réalité, et lorsqu'on se compare à un pays comme l'Allemagne, le pays frontalier, la comparaison n'est pas soutenable. Il faudrait peut-être qu'à un moment, il y ait un peu de comparaison n'est pas raison. Et de dignité, mais surtout lorsque... Enfin, pour moi, j'en fais presque une métaphore personnelle. C'est comme si on invitait quelqu'un chez soi et qu'on le laisse à la porte. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Réellement, je le prends vraiment. Ah oui, quand Pierre il arrive, je le laisse pas à la porte. Bah non, surtout si une personne arrive blessée. Non. Il rentre. Et puis j'avoue, je suis bien accueilli. Bon. Alors, Mohamed est avec nous. Salut Mohamed. Mohamed? Ah bah non, si je pousse pas le bon bouton, ça va pas aller. Salut Mohamed. Ouais, salut, ça va bien? Ça va et toi Mohamed? Tu nous appelles d'où Mohamed? De Villiers-sur-Marne. Villiers-sur-Marne, qu'est-ce qui se passe Mohamed? Alors, pour quel type de politique migratoire es-tu toi Mohamed? En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est facile pour des gens comme nous, par exemple, qui sommes dans un pays, on peut faire quand même assez ce qu'on veut. On travaille, on a des moyens, on a la santé, les soins et tout ça. Donc, vu comme ça, c'est facile de dire, ouais, mais pourquoi il y a des gens qui viennent ici, on peut pas les accueillir, on n'a pas assez, on se plaint. Mais est-ce que justement, je sais que vous avez une personne là donc Pierre, qui était dans France Terre d'Asile. Est-ce que c'est pas parce que on prend les gens, on accueille les gens, je veux dire, et qu'on les met justement dans les grandes villes, vous savez, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille, au lieu que ça pose des problèmes, du coup on n'a pas de solution pour eux, plutôt que de les mettre dans des endroits en France où justement, par exemple, où il y a des gens qui partent, qui ont un petit peu quitté certaines régions, certaines villes. Est-ce que ce serait pas mieux justement pour que ces gens-là après les répartir sur le territoire. Pardon? Les répartir sur le territoire. Les répartir sur le territoire, parce qu'on a toujours l'impression que c'est toujours dans Paris, par exemple, où on accueille, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais un petit peu la misère du monde, on va dire. Est-ce que ça pose pas réellement, c'est pas ce problème-là plutôt? Pierre. Alors, il est vrai. Alors touche ton micro parce qu'apparemment il y a un faux contact là. Vas-y. Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est impeccable. Il est vrai que depuis près de 40 ans, la majeure partie des demandeurs d'asile, et pas seulement d'ailleurs, des migrants qui répondent d'autres logiques de migration, viennent en Île-de-France. Mais pourquoi? Parce que l'Île-de-France est la région en Europe qui connaît jusqu'ici la plus grande croissance, qui permet de trouver un emploi, qui accueille un certain nombre de gens de différentes nationalités,
nationalités, et donc il y a une concentration. Moi, je suis favorable à une répartition sur l'ensemble du territoire, et notamment pour les demandeurs d'asile qui arrivent, qui sont primo-arrivants, à condition, évidemment, qu'on leur offre le même service s'ils sont à Paris, dans l'Essonne, ou à Limoges, ou à Gap, peu importe. Voilà, même service. Mais il y a une chose sur laquelle je veux attirer l'attention de Mohamed. Une fois que les personnes obtiennent le statut de réfugié, il y en a eu quand même depuis 2015 175 000 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié, c'est-à-dire qui ont une carte de séjour de plus de 10 ans, qui donne le droit de séjourner, de travailler, etc. Les gens sont libres de circuler sur le territoire, et ils vont faire comme vous et moi, ils vont regarder les opportunités qui se présentent sur le territoire national en matière d'économie, en matière d'offres d'hébergement, de rapport entre le pouvoir d'achat et les différentes offres, et puis ils vont aller s'installer là où ça sera le plus favorable. Donc je crois, là où je suis d'accord avec Mohamed, c'est qu'il faut véritablement un dispositif de premier accueil qui soit réparti sur l'ensemble du territoire et qui permette d'éviter les concentrations dans les grandes villes où en réalité on laisse dans la précarité la plus totale les gens, en les repoussant d'ailleurs vers les frontières, parce que ne nous faisons pas de la ville, ne nous faisons pas d'illusions. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Saint-Denis, c'est le fait de 4 ans de politique qui, à l'intérieur de Paris, ont repoussé petit à petit les migrants vers une zone plus pauvre, plus difficile. Et qu'est-ce que ça peut donner sinon des frictions entre plusieurs précarités? Et ça, c'est terrible. Mohamed, pour cette question, en tout cas, Pierre y a répondu, il souscrit même. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. À très bientôt. 01 40 33 9000. Et oui, cette émission, elle peut être aussi source de propositions, comme c'est le cas régulièrement. Et comme on l'a fait aujourd'hui, dans un instant, faut-il reconfiner le pays? Mais de manière totale, définitive, enfin pas définitive, pardon, mais totale, pour une période, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, personne ne respecte rien. Il n'y a qu'à aller voir dehors dans Paris. Tout le monde est là. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pierre-Henri avec Razik Métich. On parlera des élections américaines parce que les résultats nous parviennent. Et c'est toujours autant serré, les amis, entre Joe Biden et Donald Trump. Et on voit qu'il y avait des États, effectivement, on avait interrompu le dépouillement, donc ça reprend progressivement. On fera le point tout à l'heure avec cette tension ultime aussi au travers de cette élection et cette couverture, on en reparlera aussi. Tu faisais la remarque très justement, Razik, cette couverture des médias français, c'est assez hallucinant de voir que toutes les chaînes quasiment étaient en total, en direct intégral. On envoyait des envoyés spéciaux partout, toute la nuit, que ce soit sur TF1, sur les chaînes d'infos en continu, tout le monde était là et a veillé pour informer de ce qui se passe donc dans cette élection si particulière et attendue aussi de beaucoup d'observateurs. Mais pour l'heure, nous sommes, vous vous en souvenez, en confinement depuis vendredi dernier, confinement qui est très particulier, très bizarre, puisque beaucoup de gens sortent de chez eux, vont travailler et posent le problème aussi de ces petits commerces, à l'image de ces vendeurs, de ces commerçants le soir, qui à Paris par exemple restent ouverts au-delà de 21h et ce qui pose quelques problèmes. Du coup, l'idée d'un couvre-feu pourrait refaire son apparition. On parle d'un 43e conseil de défense quand même qui a eu lieu ce matin. Des annonces de durcissement devraient être annoncées soit aujourd'hui, soit demain. Pour faire un peu le bilan de ces quasi 6 jours de confinement, Razik, ça ne ressemble franchement pas à ce premier confinement que l'on a connu. Du coup, la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas reconfiner totalement le pays? Oui, je vais prendre le problème un peu plus haut. Clairement, aujourd'hui, même depuis 6-7 jours, depuis l'annonce du confinement, on se rend compte qu'on n'atteint pas les situations qu'on a pu connaître au premier jour du premier confinement.
le premier confinement, globalement, les Français avaient compris et entendu le message et avaient consenti à ce message. Ça veut dire que, pour moi, aujourd'hui, ce qui pose problème fondamentalement, c'est que le rapport de confiance et le consentement au message du gouvernement et même la diffusion du message est totalement brouillé. Ça veut dire qu'on a eu pendant toute la séquence des messages totalement contradictoires. Au bout d'un moment, les Français ont du mal à trouver légitimes toutes les demandes contradictoires qui lui sont faites. Et aujourd'hui, malheureusement, on paye cette facture-là. Je pense, lorsque des gouvernés font totalement confiance à leurs gouvernants, je prends l'exemple de la Suède, on n'a même pas besoin de confiner, on n'a même pas besoin de couvre-feu. Ça veut dire que les pouvoirs publics émettent un message. Le message, c'est qu'il y a une crise sanitaire d'ampleur mondiale qui peut mettre à mal le système de santé et qui peut mettre à mal les plus faibles de la société. Les Suédois n'ont passé ni couvre-feu, n'ont passé ni état d'urgence sanitaire, n'ont même pas imposé la fermeture de quelconque commerce. Les gens, plus de morts, dans leur esprit de responsabilité, ont fait d'eux-mêmes ce qu'il fallait faire. Dans d'autres pays, je pense à l'Italie qu'on aime railler et caricaturer à l'extrême en France. À l'Italie, les messages passent parce que les messages sont clairs. Pour moi, il y a deux problèmes fondamentaux. L'exécutif, par des messages contradictoires et par des couacs, on s'était cru revenir au temps de François Hollande. Lorsque le porte-parole du gouvernement nous explique que oui, peut-être... donc, porte-parole du gouvernement, déjà qu'ils disent peut-être dans une phrase, moi, ça me pose problème. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Si tu sais, tu dis. Si tu ne sais pas, tu ne dis pas. C'est très simple. Que le porte-parole du gouvernement, presque en franc-tireur, aille dans les médias, parle du couvre-feu pour qu'il y ait ensuite un communiqué à la fois du chef du gouvernement, du préfet de police de Paris, de la maire de Paris qui rétropédale, bien évidemment qu'il y a un problème dans les messages. Et oui, j'espère que les Français vont reprendre confiance dans le gouvernement parce que c'est de notre santé dont il s'agit. On fera les comptes politiques à la fin. Ça, il n'y a pas de problème. Et enfin, une dernière chose. Oui, mais est-ce qu'il faut reconfiner totalement là? Parce que les Français ne respectent pas. Il faut reconfiner totalement. Sur ça, je suis entièrement d'accord. Je regarde tous les jours les chiffres des réanimations. On leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. Non, sur ça, je ne suis pas d'accord. On est là actuellement. C'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Mais oui, bien sûr. Mais il y a, comme dirait le camarade Lénine, les faits sont têtus d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, on a 4000 personnes qui sont en réanimation en France. Ouais. On a à peu près 6 milliers de réanimations. Et on a tous les jours entre 300 et 400 personnes qui arrivent en réanimation. C'est un problème du niveau de CM2. Dans 5 jours, on est saturé. Oui, mais est-ce qu'ils arrivent que pour du Covid ou Là, de je la vous Covid? parle uniquement des chiffres du Covid. Je vous parle uniquement des chiffres du Covid. Ça veut dire que concrètement, là, si on ne fait pas quelque chose, si on ne met pas un autre coup de braquet, dans 5 jours, on est dans le mur. Pierre, est-ce que tu partages le défaitisme de Razik? Non, je suis plus modéré, en tout cas sur la solution à trouver pour faire face à la pandémie et à la protection nécessaire des plus exposés, des plus faibles, des plus vulnérables. Ouais. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de fritures sur la ligne, d'incohérences sur la communication du gouvernement, mais enfin, cette période de pandémie est exceptionnelle. C'est très difficile de gouverner dans cette période. Et ce que je considère moi, c'est que il faut à la fois mener l'impératif sanitaire, mais aussi l'impératif économique. Ce qui est en train de se passer dans le pays est dramatique, parce que, bien sûr, il y a des morts et il faut protéger les anciens, les vulnérables, etc. Mais enfin, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, qui est tout simplement l'impératif économique, parce que vous avez des dizaines, des centaines d'entreprises qui sont en train de supprimer des emplois. Vous avez de plus en plus de gens qui basculent dans la précarité, et donc il faut tenir compte à la fois de cet impératif sanitaire et puis aussi de l'impératif économique. Il faut reconfiner totalement ou pas? Non.
Pierre. Non, alors pour ma part. on continue la discussion, les amis, juste après le rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est 17h et vos appels nous intéressent. 01 40 33 9000. Razik dit oui, Pierre dit non. Et vous, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000. Merci Erika, rendez-vous à 18h pour le prochain rendez-vous. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Faut-il reconfiner le pays, les amis, mais de manière totale, pas comme on le voit en ce moment, un confinement qui est pas franchement respecté, du moins si on s'en réfère à Paris, aux grandes villes, en banlieue parisienne. Razik est totalement pour le reconfinement et Pierre n'y est pas favorable. Et vous, qu'en pensez-vous? 55% sur Twitter, le Grand Forum FM2 pour voter avait répondu oui à un reconfinement total, 45% non. Vos appels au 01 40 33 9000, un petit argument à donner à notre ami Razik qui est pour le reconfinement. Comment tu expliques, puisqu'on parle d'une saturation à venir dans les hôpitaux, que nous transférions des malades d'une région voire à une autre, et voire même en Allemagne, alors que juste à côté de ces mêmes hôpitaux, nous avons des cliniques privées et on parle d'un chiffre absolument ubuesque de 115 000 lits disponibles en clinique privée, Razik. Alors, la première question que je me pose, c'est combien de lits de réanimation dispose-t-il? Parce que c'est bien là le nerf de la guerre. Et la seconde question, je vais être complètement d'accord avec toi, qu'il y ait eu des loupés dans la gestion de la crise, je suis entièrement convaincu. Enfin, on a géré ça presque à la jacobine. Ça veut dire on a eu des gens sur Paris qui ont pris des décisions et qui n'ont pas entendu les messages des gens sur le terrain. Que ça soit sur les cliniques privées, que ça soit sur les petits commerces, que ça soit sur le rôle des élus locaux et des préfets. Enfin, on fera les comptes à la fin, encore une fois. Là, on est dans vraiment dans le cœur de la crise. Mais bien évidemment qu'il y a eu des loupés et bien évidemment que le rapport public-privé doit être repensé. Que l'on envoie ou que l'on fasse des belles images avec des TGV médicalisés pour expliquer qu'on est les seuls en Europe à avoir des TGV médicalisés, c'est très bien. Mais pendant ce temps-là, s'il y a des cliniques privées qui disposent de lits d'hôpitaux et que le seul problème, c'est la facture, qui va payer la facture, ça pose un gros problème. Jamel, il nous appelle de Chanteloup-les-Vignes. Salut Jamel. Salut Christophe, salut à toutes et tous. Jamel, tu Bonjour. fais quoi dans la vie? Est-ce que t'es confiné? Comment ça se passe? Ah bah écoute Christophe, moi déjà je t'appelle plusieurs fois par semaine et je suis actuellement chômeur puisque voilà, je travaille dans un labo Covid. Ouais. Suite à une maladie, bah j'ai dû arrêter, puis voilà, hein, c'est le choix. Et je suis un peu blacklisté à Roissy, c'est pas grave. Ouais. Moi je t'appelais, alors c'est dur de choisir un sujet aujourd'hui, hein, je te dis Là, on honnêtement. parle du Covid, Jamel. Est-ce qu'il faut reconfiner totalement le pays? Parce que, au vu des images que l'on voit, je peux vous assurer, moi qui prends les transports, c'est vrai qu'on a constaté quand même une fréquentation qui s'est un petit peu baissée, notamment dans les couloirs du métro, mais dans les métros eux-mêmes et dans les trains, je peux vous assurer qu'il y a toujours autant de monde. Idem pour ceux qui prennent la route le matin et le soir pour aller venir ou rentrer à la maison. Les embouteillages sont toujours autant au rendez-vous. Des choses qu'on n'avait pas connues pendant le premier confinement. Alors, est-ce qu'il y a, et là je me pose la question sérieusement, est-ce qu'il y a une volonté non avouée du gouvernement d'une unité collective et nous faisant croire qu'elle prend des décisions d'un confinement qui finalement n'est pas respecté? On est assez laxiste sur le fait qu'il puisse être respecté comme il se doit. Voilà aujourd'hui toute l'interrogation, mon cher Jamel. Bien sûr. Moi, je t'ai eu il y a quelques semaines sur le confinement. Est-ce qu'il serait possible qu'on subisse à nouveau un confinement? Rappelle-toi de ce sujet-là. Oui. C'était il y a quelques semaines. Je t'ai dit, mais on va être confinés. Ah bah oui. Je l'ai dit. Ouais. Je l'ai dit. Pourquoi pas? Parce que les gens, c'est une responsabilité qui est collective. On a à la fois le citoyen de base qui lui se dit, oh c'est bon, tu sais quoi, je suis resté 1 mois et demi, 2 mois enfermé chez moi, j'ai envie de vivre. Ok, si tu as envie de vivre, pense aussi que tu peux provoquer la mort de quelqu'un ou bien la tienne. Parce qu'on a un virus où on n'a pas réellement de soins, donc je vais pas répondre forcément à ceux qui disent que c'est du bluff. Voilà. Est-ce qu'il faut un confinement total? Est-ce que tu trouves qu'on est dans un confinement déjà à l'heure d'aujourd'hui? Non, justement, d'où la question d'aujourd'hui. On n'est pas du tout dans un confinement comme on il devrait. Je te l'ai dit sur Twitter, je suis dit Price sur Twitter, c'est un confinement pour les vieux. Qui va travailler? Ce ne sont pas les retraités. Qui va chercher ou déposer ses enfants à l'école ou en crèche? Ce ne sont pas les vieux ou rarement
Voilà, en gros, c'est va bosser, ramène tes enfants à l'école, mais qui est concerné par ce confinement? Ce sont les plus âgés. Les plus âgés, d'accord. Mais derrière, on a un manque de respect. Il y a même Jean-Pierre Pernaut, s'il te plaît, sur la 13. D'ailleurs, il filme en conduisant, c'est tendu, mais bon, il est sur la 13, il dit, attends, il y a un embouteillage le matin, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Les gens s'en tapent. Les gens, moi, dimanche, j'ai le petit, il a besoin de couche. Je vais dans la ville d'à côté. On a un dimanche, voilà, il y a un petit magasin, j'y vais. Je vois un bar qui est ouvert. Il n'y a pas de terrasse dehors, mais un bar est ouvert un dimanche. Avec les gars qui n'ont pas de masque. Est-ce que ça, c'est normal? Qu'on veuille ou pas un confinement total, moi, je parierais une grosse partie de mes billes là-dessus. On va y avoir droit. Oui, pourquoi? On va y avoir droit, oui. Mais quand? Une seconde vague qui est plus costaud que prévu. Et on n'arrive pas à y faire face pour le moment. Après, les choix du gouvernement, ils sont aussi pour quelque chose. Maintenant, comme il a été dit tout à l'heure, faut pas oublier l'économie, parce que c'est bien de protéger sa population, mais si la population après n'a plus rien, on tombe dans une autre crise. Merci mon Jamel. On verra en tout cas, et merci de me suivre sur Twitter en tout cas. Merci à toi. 01 40 33 9000, bien entendu, pour que vous puissiez nous appeler, nous donner votre avis sur le fait qu'il faille ou non reconfiner. Vous nous appelez pour nous dire, reconfiner totalement bien sûr. Je vous propose juste quand même de réécouter Madame Macron le 14 juillet dernier. Je l'ai passé la semaine dernière, j'aimerais qu'on le repasse parce que c'est important quand même. La question de Léa Salamé à Emmanuel Macron le 14 juillet dernier. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. En tout cas, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons projeté, modélisé, nous a permis de nous organiser. Bon, quand on entend ça, messieurs, 4 mois après, ils nous annoncent, pas 4 mois, même pas, oui, 4 mois, quasiment, le reconfinement dans le pays. Pierre, on a l'impression qu'on se moque un peu du monde, là, non? Mais non, mais il faut... Comment ça, non? Non, mais... non, mais on peut le dire comme ça, mais moi, je le pense de manière différente. Quand le 17 mars, le président de la République et le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, ont annoncé la nécessité d'un confinement, l'ensemble de la population est entré dans un état de sidération absolue. C'est normal, totalement. Absolue. Après, les 6 fois nous sommes en guerre, le message était martial. C'est ça. Et ça a été un effondrement, moi je l'ai vu dans le secteur social, de l'appareil social étatique. Et donc, évidemment, la sortie du confinement peut amener le chef de l'État à penser, parce que il y a eu beaucoup d'experts sur les plateaux de télévision, mais enfin, ce que nous avons remarqué, c'est que le milieu médical était au moins aussi divisé que le milieu politique. Ça, c'est clair. Et avec des experts autoproclamés, tout le monde était infectiologue, etc. Donc, voilà, oui, le gouvernement, il va souvent à la godille. Oui, c'est vrai. L'idée, par exemple, d'annoncer que le porte-parole du gouvernement annonce hier matin la possibilité de la restauration d'un couvre-feu, et en s'en prenant à la maire de Paris, montre bien que, indépendamment des orientations des uns et des autres, qu'il y a quand même beaucoup d'improvisation et de panique. Maintenant, on l'a vu également sur tout le débat autour des produits essentiels. Qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, là aussi, gros cafouillage. Mais l'important, je crois pas que ça soit cela. Il faut endiguer les effets de cette seconde vague.
Est-ce que les mesures prises par le gouvernement seront suffisantes? Je n'en sais rien. Est-ce que l'anticipation, Pierre, a été suffisante? C'est ça, alors, la vraie l'anticipation, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais te donner un exemple. On sait que chaque année, il y a environ 14 000 décès par les effets de la grippe saisonnière. Très bien. Aller dans une pharmacie aujourd'hui pour demander le vaccin, il y en a plus depuis 15 jours. Or, là, il y a un véritable problème parce que franchement, moi, par exemple, je suis allé dans une pharmacie pour demander le vaccin. Alors, on m'a dit, revenez vers le 10 novembre. Très sincèrement, il y a un vrai souci de santé publique, de prévision autour de ça. Mais ça nous regarde tous. Je veux dire par là que nous devons à la fois avoir un comportement responsable. Il est impensable qu'il y ait encore des bars qui soient ouverts. Il faut que nous fassions attention, que nous portions le masque. Mais je ne crois pas du tout à la nécessité d'un reconfinement généralisé qui finirait de tuer l'économie. Juste si je peux dire quelques mots là-dessus. Bien sûr, sur la gestion et sur le 14 juillet, sur Emmanuel Macron qui nous dit nous serons prêts. Si j'étais un joueur de poker, je l'aurais payé. Ça sentait le bluff à plein nez. Enfin réellement, et on y est là. Je vais prendre quelques éléments. Par exemple, sur les anesthésiques. Si aujourd'hui vous devez avoir une opération ou si vous devez être anesthésié, on a un stock de 8 semaines. Un stock de 8 semaines, ça veut dire qu'on est quasiment en flux tendu et qu'on est bord de la rupture de stock. Les anesthésiques, on a eu tout l'été et une partie de l'automne pour les commander. Aujourd'hui, on ne les a pas. C'est ça, problème d'anticipation. Un des éléments. Deuxième élément. Nous ne sommes pas les seuls. Non, mais bien évidemment. Mais alors, lorsqu'on sait ça pose un problème de souveraineté. Ça pose un problème aussi de transparence lorsque le président de la République, le 14 juillet, dans l'interview phare de l'année, nous explique blanc dans les yeux qu'il n'y aura pas de problème. Tout le monde sait qu'il y a des tensions sur un certain nombre de produits. Autant être assez humble et dire que l'on fera le nécessaire. Et on fera tout notre possible pour qu'il n'y ait pas cette situation. La deuxième chose que sur laquelle je voulais revenir, c'est une notion sémantique qui pour moi a été mortifère. Je m'explique. Lorsqu'on a annoncé qu'il y aurait un déconfinement, je pense que ce mot-là, on aurait dû le bannir du vocabulaire. Parce que psychologiquement, mentalement, inconsciemment, cela a dit aux Français, c'est open bar. Allez-y, partez en vacances, portez pas votre masque, le virus n'est plus là. On a tout fait pour que les Français partent en vacances. Bien évidemment, mais c'est là où, là encore, c'est le troisième point, on a eu des messages contradictoires. Et la quatrième chose, on a été reconfiné, enfin on a déjà eu au début un couvre-feu, car les taux tels que nous les avions décrétés étaient en train de s'enflammer. Pour mémoire, l'Allemagne a fait son confinement lorsqu'ils ont eu les chiffres que la France avait au mois d'août. Donc, est-ce que là aussi, est-ce qu'on n'a pas déplacé la jauge un peu trop haut? Problème de curseur. Absolument, un problème de curseur qui fait qu'aujourd'hui, après 10 jours pour que les annonces gouvernementales fassent leurs effets, on est dans une situation qui est, selon certains virologues, qui est hors de contrôle aujourd'hui. Et enfin, ça baisse. Enfin, une dernière chose, le triptyque tracé, isolé, et je me souviens plus, c'est une faillite totale. On ne sait pas, à un moment on nous avait expliqué que si vous étiez positif, vous allez dans des hôtels, vous étiez enfermé, on ne sait même plus où on en est en fait. Alors, en réalité. Il y a des tests antigéniques qui ont été mis à disposition dans les pharmacies. Même sur les tests. Alors, juste parce que là, pour le coup, j'ai eu à avoir ce cas concrètement. Les tests antigéniques, déjà, pour trouver une pharmacie qui les font, faut se lever tôt le matin. Très tôt, faut pas dormir, je crois. Et alors, attendez, quand vous la trouvez, on vous dit pourquoi. Par exemple, je suis cas contact, non, vous pouvez pas. Ah bon, pourquoi? C'est réservé à qui? Que à ceux qui ont des symptômes. Et si vous êtes positif avec le test antigénique, il vous faut le confirmer par un test PCR. On est dans un total, vraiment, manquement de transparence vis-à-vis de tout cela. Et c'est compliqué les choses, d'où ma question, d'où mon interrogation de préconiser une humilité collective non avouée finalement. Ahmed, il est routier lui, il nous appelle depuis la route, il est de passage sur Paris, mon Ahmed. Bonjour à vos invités. Bonjour Ahmed. Bon, alors. Moi, je voulais parler du reconfinement là. Pour cette période, je vous confirme que je pense que le but c'était d'avoir moins de monde et moins de brassage. Donc, et
et ça marche. Il y a moins de monde sur les routes, on voit moins Oui, de vous monde. qui êtes routier, vous avez vraiment constaté, Ahmed, qu'il y a moins de monde sur les routes? Ah bah, il y a, Christophe, je vous le dire, je fais la région parisienne, il y a 60% à cette heure-là, il y a 50 à 60% de moins sur les routes. Ah oui, quand même. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis, autre chose, le reconfinement. Est-ce que le confinement, le premier confinement, c'était une solution? C'était pas vraiment une solution. C'était un frein pour l'épidémie. On a freiné l'épidémie, mais on l'a pas supprimé. Donc, si on part sur un autre reconfinement généralisé, est-ce que c'est la solution? Non, sûrement pas. Parce qu'on a déjà, on a déjà parti sur ce point-là et ça a pas marché. Ouais. Et moi, je dirais, pourquoi ne pas casser le tabou et aller plus loin? Et puis, on aura sûrement plus de morts. Et puis partir, comme tu l'as dit, Christophe, sur l'auto-immunisation, c'est-à-dire qu'on laisse le maximum de personnes se contaminer. Et après, voilà. On en termine, effectivement, ça peut être une solution. Ahmed, question pratique, vous qui êtes sur la route, étant donné que tout ce qui est restaurant est fermé, c'est compliqué pour vous restaurer le midi, par exemple? C'est la galère, Christophe. Ah ouais. Les aires de repos sont fermées? Ah, c'est galère. Ah, c'est vraiment galère. Là, c'est pour se toucher, il y en a pas. Pour manger, vous savez, hein, c'est galère. Vous partez vous à la semaine? Ahmed, vous êtes routier à la semaine ou pas? À la semaine. Ouais. Je pars à la semaine. Je fais Nantes. Je fais le national. Je pars de Nantes. Ouais. Et puis je suis sur la route toute la semaine. Je rentre que le vendredi, en fait. D'accord. Mais c'est vraiment une galère, quoi. Ouais. Vous transportez quoi, vous Ahmed? Je fais porte et fenêtre. Porte et fenêtre, d'accord. Oui, ouais. Ça peut servir, effectivement. Merci Mohamed, merci beaucoup et bonne route, prudence sur la route. Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, Ahmed nous dit quand même, c'est rassurant qu'il y a moins de monde sur les routes. Bon. Olivier Véran disait aussi, par exemple, sur la RATP, il y avait à peu près moins de 50% de passagers depuis le couvre-feu. Non, mais ça, c'est vrai, je l'ai vu, moi. Par exemple, les couloirs de Châtelet à 18h30 vides, c'est assez rare. Alors, tiens, puisque tu parles de Véran, écoutez sa colère. Il s'est énervé à l'Assemblée nationale. Il s'en est pris à l'opposition. Écoutez. Messieurs les députés, je suis rentré dans 2 chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Il vénère, hein, Olivier Véran et celui-là même qui vous avait dit que le masque ne servait à rien, on se rappelle quand même. Bon. Oui, avec Sibeth Ndiaye. Voilà, entre autres. Dans un instant, on file aux États-Unis, les amis. De nouveaux chiffres nous parviennent. L'élection américaine, rien n'est joué, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est France Maghreb 2, les amis, soyez les bienvenus. C'est le grand forum tous les jours avec aujourd'hui Pierre-Henri, avec Razik Métiche. Et justement, Razik Métiche qui avait voulu, souhaité qu'on puisse revenir sur les élections américaines, mon Razik. Tu as regardé cela une bonne partie de la nuit, comme beaucoup d'observateurs. C'est quasiment du jamais vu. Alors, parlons quand même de la participation. Elle est exceptionnelle, Razik. Depuis plus de 100 ans, on n'avait pas vu ça aux États-Unis. On parle d'une participation qui avoisinerait les 67%. Complètement, sachant que les États-Unis est un pays où l'abstention est quand même quasi majoritaire sur certains scrutins. Et même sur l'élection présidentielle, en France, sur l'élection présidentielle, surtout vu que c'est au suffrage universel direct, les Français se mobilisent. Aux États-Unis, sachant qu'ils doivent voter à la fois pour le shérif, le sénateur, le procureur, et qu'ils sont sursollicités en termes d'élection, souvent, l'élection présidentielle ne requiert pas la participation qu'elle mériterait. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que sûrement les Américains et les USA sont face à un véritable choix de société. Alors sur l'élection présidentielle, on a eu dans la nuit et jusqu'à aujourd'hui, et je pense dans les prochains jours, le scénario de 2000 mais en pire. Ça veut dire en 2000, dans l'élection présidentielle de 2000 aux USA, on avait 2 candidats, Al Gore, vice-président sortant, qui était opposé à George Bush Jr. Les résultats étaient tellement serrés durant la nuit. La Floride
aurait donné un moment dans la nuit une avance à George Bush et le tort d'Al Gore avait été de se présenter devant les médias et de reconnaître sa défaite. Il avait reconnu trop tôt sa défaite dans la nuit et ensuite lorsque les décomptes s'étaient emballés et lorsque le nombre d'irrégularités faisait pencher la balance vers Al Gore avait choisi de sortir la démocratie américaine par le haut et de ne pas multiplier les recours pour faire invalider l'élection et avait pris pour monnaie contente sa défaite. Aujourd'hui, on est dans le scénario du pire, dans la mesure où Donald Trump, dès 8h ce matin, s'est présenté devant les caméras pour annoncer sa victoire, quand bien même les résultats n'étaient pas dépouillés, et où Joe Biden et ses équipes font eux aussi, de manière moins officielle, mais tout aussi bruyante, font aussi état de leur victoire. Quoi qu'il arrive, pour moi, et pour je pense un certain nombre d'analystes, c'est une victoire de Trump. Pourquoi ? Même si demain il est reconnu comme perdant l'élection, ce sera une victoire de Trump, car il aura fait ce score contre l'establishment américain, il aura fait ce score contre l'ensemble des médias américains, il aura fait ce score contre un certain nombre de leaders influenceurs américains. Il aura fait ce score contre tous les sondages qui le donnaient perdant de plus de 10 points, ne serait-ce qu'il n'y a même pas 48 heures. Et il aura fait ce score après ce qu'on avait cru pouvoir penser être la raison de la défaite, c'est-à-dire le Covid. Sans le Covid, Donald Trump aurait sûrement gagné l'élection américaine, et même avec sa gestion catastrophique du Covid, et même avec le bilan mortifère aux USA, il est encore au coude à coude à l'heure où on parle avec Joe Biden. Victoire de Trump en définitive. Quoi qu'il arrive, même s'il perd, ce sera une victoire. Pourquoi ? Parce que, à la fois, c'est une défaite des sondeurs, des leaders et des... Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et surtout, c'est pour moi une vague conservatrice dont on ne mesure pas encore l'ampleur. C'est une vague conservatrice 2.0. Je pense que le Trumpisme est né. Que ces émules sont déjà au pouvoir. Lorsqu'on regarde Bolsonaro, lorsqu'on regarde... on va oser la comparaison, peut-être ça va plaire à tout le monde, mais lorsqu'on regarde Netanyahou, lorsqu'on regarde le Brexit, lorsqu'on regarde un certain nombre d'événements politiques de la décennie, le Trumpisme et ce rejet des élites est fortement ancré dans certaines sociétés et ce populisme a le vent en poupe. On a des États-Unis d'Amérique qui sont plus fracturés que jamais. Je n'oserais pas le mot de guerre civile, mais qui sont dans un état de violence larvée. Faut-il la craindre ? La crainte, je m'aventurerai pas dans ce terrain-là, mais en tout cas, il faudra regarder les prochaines semaines ce qui va se passer aux États-Unis. Et ce qu'on peut aussi voir, pour conclure, on nous avait prédit en 2016 sa défaite et on avait prédit en 2020 son écrasement. Il n'en est rien, les digues semblent avoir rompu, laissant craindre une deuxième vague néoconservatrice comparable à un tsunami. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de ça qui m'inquiète. Malgré son bilan catastrophique en termes de gestion du Covid, malgré tout ce qui a été dit, malgré ses sorties intempestives sur Twitter, malgré son populisme caricatural... Twitter qui a supprimé quelques-uns de ses tweets. Absolument, absolument. Et malgré tout ça, il arrive quand même à être au coude à coude. Il me semble que c'est plus qu'un micro-événement, c'est un événement qui a relié dans une toile de fond. On assiste à un mouvement de l'histoire, je pense, où justement le balancier est en train de revenir à une tendance beaucoup plus conservatrice. Aujourd'hui, peut-être qu'ils vont perdre les USA, mais demain sera peut-être l'Europe qui sera en jeu. Lorsqu'on voit que Bannon, qui a été le financier, le penseur, le Sherpa de Trump, qui l'a fait élire en 2016, lorsqu'il nous dit à nous Français que la prochaine présidente dans un avenir plus ou moins proche sera Marion Maréchal Le Pen, ça me pose des questions. Lorsque l'on voit qu'en Italie, on ne doit l'éjection de Salvini juste par un jeu d'alliance, c'est que l'Italie aussi est aux portes que l'extrême droite est aux portes du pouvoir en Italie. Lorsqu'on sait qu'en Autriche, ils sont souvent dans les coalitions, lorsqu'on sait qu'en Hongrie, Viktor Orban est passé d'une droite républicaine à une droite beaucoup plus extrême et beaucoup plus populiste, lorsque l'on sait qu'en Pologne, on a une gestion du pouvoir néoconservatrice, lorsque l'on sait que Bolsonaro est un peu le Trump tropical, lorsqu'on relie tout ça, j'ai pas envie d'affoler tout le monde, mais clairement, la vague conservatrice qui est en train de s'abattre sur le monde, qui est en train de déferler un peu partout, pose problème. Même les Philippines. On regarde pas ce qui se passe aux Philippines parce que ça ne nous intéresse pas, nous Français, mais dans un certain nombre d'États, un certain nombre de pays, un certain nombre de sociétés civiles sont en train de pocher vers le populisme le plus droitier possible, et ils sont en train de devenir majoritaires. Et encore plus, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans la guerre idéologique, aujourd'hui, ils ont gagné. Ça veut dire Joe Biden, peut-être que demain, il va devenir président des USA.
je suis désolé, Trump, ce qu'il a mis en place en termes d'idéologie, il n'y a rien en face. Et c'est bien ce qui m'inquiète, ça veut dire qu'on a une révolution néoconservatrice aujourd'hui et que les forces qui sont soi-disant censées lutter contre ça ont un logiciel de pensée qui date soit des années 80, soit du marxisme-léninisme de 1920. Il n'y a pas eu de réactualisation et aujourd'hui, oui, ils ont un boulevard idéologique. Et ils sont en train de pousser, leur avantage idéologique sur des terrains politiques et ça me pose question. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Razik Métis 01 40 33 9000 ? Est-ce que vous pensez que la propagation du populisme à travers le monde est bel et bien en marche, si je puis m'exprimer ainsi ? Et tu as raison d'ailleurs de rappeler ce qui s'est passé en 2000, puisque Joe Biden, lui, parle de quelque chose d'intéressant qui se passe sans reconnaître ni sa défaite ni sa victoire. C'était là ses premiers mots, écoutez. Bien sûr. Je vous félicite pour votre patience. Nous savions que ça allait durer longtemps, mais qui aurait pu imaginer qu'il fallait attendre peut-être jusqu'à demain ou plus longtemps pour avoir les résultats ? Nous sommes confiants, nous sommes dans une bonne position, c'est certain. Je suis venu pour vous dire ce soir que nous sommes bien partis pour remporter cette élection. Nous savions qu'avec le vote par correspondance, le vote par anticipation, il fallait attendre, qu'il faudrait attendre. Il va falloir faire preuve de patience avant de connaître les résultats. Attendre que chaque bulletin soit compté. Mais nous sommes confiants, tout se passe comme prévu. Nous sommes confiants, nous allons remporter l'Arizona très certainement. Nous avons reçu des nouvelles du Minnesota et rien n'est perdu en Géorgie. On ne s'y attendait pas. Voilà, c'est confiant Joe Biden. Il s'est affiché donc hier et Donald Trump, en l'occurrence, lui, a eu ces mots. Merci beaucoup. Je voulais remercier le peuple américain pour tout leur soutien. Des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce soir. Et un groupe de personnes très tristes essaye de les priver de leurs droits et on ne l'acceptera pas. Je voulais remercier la Première Dame et toute ma famille, le vice-président Mike Pence, sa femme. On se préparait à faire la fête. On gagnait tout, sur tous les plans, et tout à coup, tout a été annulé. Les résultats ce soir ont été incroyables. Donald Trump pour ses premiers mots, voilà. Alors Pierre, sur ce que nous a dit Razik sur cette élection américaine, est-ce que tu penses aussi qu'en définitive et au final, ce sera Trump, quoi ? Ah non, mais d'abord, il faut se rappeler les particularités du système électoral américain. Sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il y a eu près de 100 millions de votes par correspondance. Un record. Ce qui est un record. Et nous sommes dans un système assez étrange où, effectivement, on ne connaît pas le résultat le soir de l'élection. C'est assez étrange pour une grande démocratie comme les États-Unis. Trump, il y a moins d'une heure, remet en cause le processus électoral. À tel point que, par l'intermédiaire de Twitter, à tel point que la plateforme vient de censurer à nouveau son message comme potentiellement faux, en disant, Trump disant que le processus électoral avait été altéré. Et en disant notamment, mais comment se fait-il, j'avais une avance hier soir, et je n'en ai plus ce matin. Pour une raison très simple, c'est que les votes par correspondance n'avaient pas été dépouillés. Et toute l'information que nous avons aujourd'hui, et à cette heure, laisse probablement entendre que Joe Biden pourrait l'emporter. Alors,
Moi, il y a un élément d'optimisme quand même. Je suis assez d'accord pour dire que de toute façon, le trumpisme, le populisme, l'ère de la post-vérité s'est installée durablement dans le monde. Et les exemples qui ont été donnés par Asie sont tout à fait exacts, qu'il s'agisse du Brésil, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, qu'il s'agisse évidemment des États-Unis. Mais je rappelle quand même quelque chose. Aux États-Unis, Trump n'est pas majoritaire. Il n'est pas majoritaire en voix. Là, les derniers décomptes font apparaître une différence de près de 4 millions de voix, c'est-à-dire encore plus qu'en 2016, ce qui est quand même assez fou. Et quand même, dans toutes les démocraties européennes, c'est un système qui veut ça. Hein. Oui, mais simplement, je suis un peu plus optimiste, même si le danger existe et que je vois bien les dégâts du populisme. En tout cas, il reste encore une possibilité d'un plafond de verre pour toutes les extrêmes droites, pour tous les populismes en Europe. D'abord parce que un homme, une femme égale une voix. Voilà. Et que c'est un système quand même profondément différent des États-Unis. Mais cela étant, l'ère de la post-vérité fait un dégât considérable. Je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, on gouverne par l'émotion. On gouverne par des fausses rumeurs, par des espèces d'opinions qui épousent les algorithmes des réseaux sociaux. Et ça, c'est terrible, parce que tout simplement, ça fait perdre de vue la raison. Et c'est contre cela que nous avons à nous bagarrer aujourd'hui, nous autres démocrates, et à nous unir. Parce que sinon... c'est l'extrême droite Trump pour toi, Pierre ? C'est en tout cas la droite extrême. La droite extrême. Oui. Obama, la droite extrême. Est-ce qu'on peut lui reconnaître quand même à son crédit, durant son premier mandat, zéro guerre ? C'est peut-être là où il a de l'audience dans un certain public. Je pense au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il a eu le courage en fait de retirer les pions un peu partout. Si, en comparaison, c'est ce que je dis souvent, si on avait eu Hillary Clinton, je ne sais pas et je ne suis pas sûr, et c'est un euphémisme, je ne suis pas sûr si par exemple, si en Syrie, il n'y aurait pas eu d'autres conséquences. Je ne sais pas si en Iran, ça serait réglé de cette manière-là. Sur un certain nombre de dossiers, Donald Trump a été isolationniste quelque part et a renoué avec la tradition républicaine de dire les Américains et les États-Unis d'abord. Juste une chose sur la notion de plafond de verre que Pierre disait, je n'y crois plus. Ça veut dire, moi plus jeune, on m'a expliqué par exemple qu'en Allemagne, les idées d'extrême droite étaient mortes et enterrées parce qu'on avait fait un travail sur la mémoire. Lorsque je vois que certains partis d'extrême droite sur des lignes clairement anti-migrants, islamophobes, réussissent à faire plus que des percées, mais à s'inscrire dans le paysage politique, ça me pose question. La deuxième chose, on nous a toujours vendu, surtout en étant étudiant en histoire-géographie, en sciences politiques, on nous a toujours vendu un petit peu l'Angleterre comme un petit peu presque comme un phare dans la démocratie. Le fait de voir ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre pose question. C'est-à-dire, même en France, on nous expliquait en France que l'extrême droite au pouvoir, c'était impossible. Aujourd'hui, je ne parierais pas ma chemise sur ça. Dans un certain nombre de pays où on pensait que l'extrême droite était morte, enterrée par le poids de son passé et par les choses qu'elle avait commises, on voit qu'elle renaît de ses cendres au fruit d'une crise à la fois identitaire, migratoire, économique, ou pensée comme telle par des sociétés européennes ou occidentales qui se pensent comme en perte de vitesse. Donc aujourd'hui, pour moi, la notion de plafond de verre n'existe plus. J'entends parfaitement la crainte qui est exprimée et l'extrême droite est très présente aujourd'hui et les droites extrêmes dans l'idéologie générale, dans la pensée majoritaire, y compris dans notre pays. On en voit des traces absolument partout. Pour autant, sur l'élection suprême, c'est-à-dire du président de la République, qui est une élection qui convoque quand même un corps électoral extrêmement important, hein. Je rappelle, c'est 85, 86, 87% aux
élections présidentielles, contrairement à toutes les élections intermédiaires. Voilà pourquoi je me dis que sur l'élection présidentielle, il y a tout de même un gap que les droites extrêmes ou l'extrême droite ne franchira pas encore cette fois. Mais pour autant... Une cohabitation, par exemple, une cohabitation avec l'extrême droite. Ça pourrait être un des scénarios plausibles. Oui, d'autant plus que le Front républicain, il est mort. C'est une vraie difficulté. Non, nous avons une vraie difficulté. Et d'où les divisions qui traversent notre pays sont extrêmement inquiétantes de ce point de vue, parce qu'à chaque fois, c'est évidemment l'extrême droite qui ramasse. Bon, on en parle avec vous dans un instant. 01 40 33 9000. On s'aperçoit aussi qu'en France, parce que j'ai fait un petit sondage comme ça pour m'amuser sur Twitter, il y a du Trumpiste, les enfants. Il y a des supporters en France de Trump. Et ce qui est assez drôle, c'est pour des raisons totalement diverses et variées et totalement contradictoires. Et vous, c'est là où justement, le spectre de Trump est assez fort et assez large. Est-ce que vous êtes Trump ou est-ce que vous êtes Biden ? 01 40 33 9000 pour répondre aussi à cette question posée en substance par Razik. Le populisme et sa propagation. En avez-vous une crainte? Dans un instant, 01 40 33 9000. On parlera aussi un petit mot parce que c'est assez impressionnant de la couverture médiatique française concernant ces élections américaines. À tout de suite. Ça ne bouge pas beaucoup pour l'instant au niveau des comptes de cette élection états-unienne, avec Razik Métiche pour nous en parler, avec Pierre-Henri aussi. On scrute, on suit de près les derniers résultats, bien entendu. Pour l'instant, on rappelle que Joe Biden est devant, mais on ne peut pas parler d'une nette pour l'instant avance. Il n'en est rien, c'est très très serré. Choukri de Nanterre nous appelle. Salut Choukri. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Choukri, il suit un peu cette élection américaine, qu'en pense-t-il? Ouais, en fait, je suis ce qui se passe là sur la télé, mais le problème c'est que j'ai pas de préférence ni pour Biden ni pour Trump. Par contre, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit votre invité concernant le populisme. Il est en train de reprendre, et ça, franchement, ça nous fait flipper. Alors du coup, nous, on n'a aucune manière de joindre les gens, les consulats par exemple. Moi, ça me fait tellement flipper toutes ces situations, Covid, Trump, pas Trump, le populisme est en train de reprendre du nouveau. S'il vous plaît, si vous pouvez faire un petit truc, essayez de contacter par exemple le consulat d'Algérie et demandez-leur de nous ouvrir les frontières pour qu'on puisse repartir chez nous. Moi, j'aimerais bien réémigrer dans le sens inverse, même avec très peu de sous, très peu de moyens, mais j'ai pas envie de subir. Oui, sauf qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Pourquoi ? Parce que l'Algérie ne veut pas prendre de risques avec des pays comme la France où il y a un fort taux de Covid présent, alors que l'Algérie s'est plus ou moins débarrassée du virus. Donc, ouais, plus ou moins, ça c'est une parenthèse, mais simplement il faut qu'ils nous ouvrent les frontières, qu'on puisse rentrer chez nous. Moi je suis prêt à réémigrer, je n'ai pas envie de rester ici, subir, être une victime. Le populisme, il est en train de revenir au galop, on va en prendre plein la gueule. Alors pendant que il y a plein de gens qui sont comme moi, en tout cas dans mon alentour, il y a énormément de gens qui veulent partir. On n'en peut plus, on supporte plus. Ça y est, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. S'il vous plaît, essayez de les contacter, ces gens-là, et dites-leur qu'il y a des gens qui veulent vraiment rentrer. Oui, mais sauf que ça ne vous aurait pas échappé que c'est pas les consulats d'Algérie qui décident. Vous êtes bien au courant. Certes, mais bon, par exemple, là, les élections là aux États-Unis, à ce qui paraît, ça a une répercussion sur le monde entier. Votre invité là, il nous a bien expliqué. Dans chaque pays d'Europe, là, c'est en train de reprendre. Les Allemands ont pensé que jamais ils reviendraient à leur connerie de 39-45. Les Polonais sont en train de devenir fous, avec en plus tout ce qui se passe quand vous regardez la télé, où t'as Vienne, un malade mental qui va tirer sur les gens. C'est trop. Mon abo essaie de montrer patte blanche, mais il y a rien à faire. Allez, on est catalogué. Pour nous, je pense que c'est mort. Il serait peut-être temps de retrousser nos manches, prendre nos petites billes et retourner chez nous. Les Français, quand ils sont partis en Algérie en 1830, ils sont partis avec rien du tout. Ils ont bien construit plus ou moins le pays à leur manière, avec des injustices et autres, mais ça n'empêche pas qu'ils ont pris leur courage, ils sont partis. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le même chemin? Oui, bon, Pierre,
Je vois pas pourquoi un certain nombre de personnes originaires d'Algérie, qui sont aussi français et qui sont ici chez eux, partiraient aujourd'hui vers l'Algérie. L'Algérie. Il te l'explique, Choukri, il dit qu'il en a marre. Oui, d'accord, je comprends qu'il en ait marre, mais on se bat. On se bat pour faire vivre cette très belle formule qui n'est pas simplement qu'une formule, qui est une invitation au combat, liberté, égalité, fraternité. Voilà, on y va. Bafoué quand même. Hein. Oui, je suis désolé. Moi, j'ai jamais considéré que ces droits étaient acquis une fois pour toutes et que il s'agit simplement de les faire vivre et de les faire vivre collectivement. Autrement dit, la déprime que je peux entendre, les angoisses que je peux entendre et que je peux comprendre, je dis non. On faut se battre, mon Choukri. Faut se battre. On est ici, on va se battre et on va agir ensemble. Faites un appel à ces gens-là qui nous laissent rentrer chez nous, enfin chez nous, dans le pays d'origine de nos parents. Ouais. Vous regardez les réseaux sociaux, islam, musulmans, nanani, nanana. Quand monsieur dit quoi, ok, faut se battre pour liberté, égalité, fraternité. On se rend compte que de plus en plus, les gens nous regardent de travers. Ils nous aiment pas. Nos gosses, quand ils vont à l'école, ils sont regardés de travers. C'est la même chose. Ils sont obligés de se justifier. Là, il y a des gosses de 8 et 9 ans qui vont passer au tribunal parce qu'ils n'ont pas voulu se lever pour le type là, Conflans, paix à son âme. Voilà, il y a des... C'est trop, on nous en demande trop. On peut pas. Merci mon Choukri, mais une invitation à te battre est quand même fortement réclamée, mon cher Choukri. 01 40 33 9. Je t'ai vu soupirer quand je parlais de la situation du Covid plus ou moins maîtrisée en Algérie, mon Razik. Non, j'ai pas soupiré. Non, franchement, j'ai pas plus de nouvelles que ça par rapport au Covid. J'espère que. Alors que le Maroc, dont on avait vanté la bonne réussite, on s'aperçoit que le Maroc fait face aujourd'hui à une grosse problématique. Hein. Eh oui, malheureusement. Des chiffres et tous les retours que j'ai d'Algérie, moi, me disent qu'il y a une situation catastrophique. Je crois aussi. Enfin, après, on saura. On en saura un peu plus après. Après, juste pour rebondir sur les propos de Choukri, malheureusement, c'est des propos qu'on entend de plus en plus. Malheureusement ou pas, d'ailleurs. On les entend. Pas envie de me positionner. Est-ce qu'on les entend de les comprendre, les entendre? Oui, on les entend, ça c'est sûr. Je les entends. Après, je vais pas remettre en question la sincérité de son propos et même au-delà de ça, la sincérité de sa souffrance. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens... Mais Pierre, il faut qu'on se dise franchement les choses, Pierre. Toi et moi, on n'est pas concernés par ce que vivent les gens comme Razik, comme Choukri qui nous écoutent. On a des gens qui le vivent de moins en moins bien et qui ont des projets ou même qui repartent de ce pays. C'est assez mal, je dirais même si c'est assez malheureux parce que. Mais j'entends le malaise, moi. Hein. Je l'entends, je vois bien ce qui est en train. Et quand on le vit pas, c'est compliqué quand même. Oui, mais pour autant, je pense que nous avons aussi une responsabilité commune à faire vivre ensemble valeurs de la République. La France est un grand pays, un pays de liberté. Oui, bien sûr, il y a des tensions, elles sont réelles, mais voilà, ce pays est le nôtre à tous. Farid est avec nous. Salut Farid. Salut Christophe, comment ça va? Ça va Farid, il nous appelle d'où? Bonjour Farid. Courbevoie. Bon, Farid, on t'écoute. Non, mais tu sais, ça, on a déjà connu ça en 95 avec Chirac et Le Pen. Donc je sais pas si tu te souviens. C'est en 2002 plutôt. 2002. Je sais pas si tu te souviens, il fallait voter plus Chirac. Oui, c'était en 2002 Farid, c'était pas en 95. Ouais, en 2002. Ouais. Donc là, moi je pense qu'il faut rassurer Choukri là. Mais ce que je veux dire aussi entre parenthèses, c'est que ce qu'il faut, c'est que nous on n'a pas assez de médias derrière nous. On n'a pas cette force de frappe qu'ils ont les autres, quoi. On n'a pas du style comme BFM ou CNews ou quoi que ce soit. Donc si on avait nous le monde musulman des Al Jazeera en France ou quoi que ce soit, peut-être que là on pourrait mieux se défendre. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Moi je suis pas, personnellement je suis pas. Moi je trouve pas. Personnellement je trouve pas. Sur la première partie j'étais d'accord, mais sur Al Jazeera pour défendre l'intérêt des Non, j'ai pas dit Al Jazeera, c'est pas Al Jazeera, c'est non mais oui, sur un média. Après oui, des médias indépendants qui fassent un autre son de cloche, bien sûr.
Ouais, des médias indépendants plus que Al Jazeera. Parce que... Et puis pas forcément sur une base communautaire ou religieuse. Oui, non, oui, alors surtout pas sur une sphère religieuse. Hein, attention. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, pareil. Non, mais... Dans le sens où, au lieu de quelqu'un qui défend, qui dit ouais, voilà, les musulmans, c'est pas tous. Tu vois ce que je veux dire? On le fait sur l'antenne de France. Il y en a sur des plateaux de plus en plus, mais bon. Mais à votre niveau, c'est voilà. C'est pas le même niveau que BFM ou CNews. Eh ben, qu'est-ce que t'en sais, mon Farid? Peut-être qu'on va y arriver, j'en sais rien. Si vous jouez touche de jeu. 99.5, c'est pas Tariq Mami qui va défendre les intérêts des musulmans de France. Ah ben, je sais pas, il faudrait lui demander s'il a cette vocation. En tout cas, merci beaucoup, mon Farid. Bon, à bientôt. 01 40 33 9000 pour nous appeler, évidemment, pour quelques minutes encore. Je rappelle qu'on parlait des élections américaines. Moi, je m'interroge sur la couverture de la presse française de cette élection américaine. Ça vous surprend pas, le fait que toutes les chaînes quasi étaient en total direct intégral toute la nuit On a un vieux tropisme américain. Enfin, faut bien le savoir. La France est le premier allié historique des États-Unis. C'est aussi marqué. Je vais pas remonter jusqu'à Lafayette qui a aidé pour l'indépendance américaine, mais ce tropisme américain a toujours été historiquement, et encore plus l'élite française. La nuit du 3 à 4 novembre de l'élection américaine est une date qui est cochée depuis très longtemps. Et enfin, une dernière chose, il faut bien voir ce qui est en jeu. Le président des États-Unis est un petit peu le chef du monde. Donc ça veut dire que tout à chacun, dans n'importe quel coin du monde, est impacté de manière directe ou indirecte par cette élection. C'est-à-dire même en Inde, en Chine, en Corée du Nord, en Algérie, en Afrique, partout on suit l'élection américaine. Peut-être un peu plus en France parce qu'on a ce vieux tropisme américain, mais c'est une élection qui est fondamentale pour l'ensemble des nations sur cette terre. Oui, et on voit d'ailleurs Pierre scruter régulièrement son téléphone pour suivre les derniers résultats. Ça t'intéresse, Pierre? Ça te... Ah bah oui, même ça me passionne, mais c'est passionnant en plus. Mais ça me passionne depuis 40 ans. Je me rappelle les nuits américaines. Carrément. Mais oui, mais je me rappelle des nuits américaines Pierre, dis donc. Et qui étaient des nuits de fête. Ouais. D'ailleurs, il y avait des cafés qui organisaient les nuits américaines et on suivait ça à la télévision. Et donc, je pense que en plus, il y a un grand traumatisme dans. Il y en a même deux, je crois, aujourd'hui. Oui, sans doute. Mais il y en a un qui est celui que les médias français comme internationaux se sont beaucoup trompés en 2016. Absolument. Et donc... Et côté américain, c'est plus l'élection de 2000 qui a traumatisé. Voilà. Oui, c'est vrai. Al Gore et Bush. Bush. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. La couverture médiatique française, bon, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Puis c'est pas une couverture médiatique, c'est une couverture partisane, il faut le dire aussi. Ils avaient tous voté démocrate hier dans tous les plateaux télé. Hein. Oui. Ils sont pro-Biden comme Pierre. Non, mais c'est enfin un minimum d'objectivité quand même. Ce sont des présentateurs, des chroniqueurs, ce ne sont pas des partisans. Qui nous donnent les résultats, qui nous donnent les éléments et que l'on fasse nous-mêmes nos analyses et qu'on fasse notre conviction. Mouillez-vous les enfants avant de terminer cette émission. Peut-être qu'on ne connaîtra pas, et probablement pas d'ailleurs, à l'issue de cette nuit, les résultats finaux de cette élection américaine. Pour autant, au vu de ce qui se dégage et au vu aussi de certaines prévisions, moi je fais vraiment extrêmement attention aux prévisions parce qu'elles sont souvent trompeuses. Pour le coup, Razik, tu nous as répondu tout à l'heure. Toi, tu dis qu'au bout du bout, ça sera Trump. Pierre, moi, je pense que ce sera Biden, que le vote populaire lui donne déjà près de 4 millions de voix et qu'il va lui donner les 270 grands électeurs. Maintenant, pour autant, rien ne sera réglé. C'était l'objet de cette émission. Pour être plus précis, j'ai pas dit Trump, j'ai dit qu'en l'état, il a déjà gagné. Ça veut dire le fait que l'on parle encore. Idéologiquement, il a gagné. Le Sénat, c'est bon ou pas? Alors, ça va être le Sénat, a priori, nous sommes dans la configuration suivante. 47 postes pour les démokrates, 45 pour les républicains et 2 indépendants. Et c'est là où les indépendants vont prendre toute leur vous imaginez les tractations, parce que pour faire passer les lois, il faut avoir la majorité. Et on conseille House of Cards à ceux qui veulent être un peu plus... Rendez-vous demain, les enfants, 16h sur France Maghreb 2, toujours avec le même plaisir demain avec Sherazade Raouda et Emmanuel Dupuis. On va beaucoup parler probablement d'élections américaines.